Donc nous voilà dans ce deuxième opus où on va parler des outils de manipulation qui sont utilisés par nos influenceurs, mais aussi par nos dirigeants, par les médias, en fait tout ce qui est autour de nous dans notre société pour nous en fait nous diriger, nous contrôler vers des choix que eux ils ont choisis. Alors on a pu démontrer que notre société elle se comporte comme une foule psychologique. Alors, je vous rappelle la définition de la foule psychologique. C'est un groupe de personnes, pas forcément un ensemble de personnes réunies au même endroit, mais un ensemble de personnes qui peuvent être très éloignées en distance, mais qui vont abdiquer leur conscience individuelle au profit d'une conscience collective. Cette conscience collective est toujours au service de croyances, d'idéologies ou de personnes charismatiques. Les caractéristiques de la foule psychologique, je vous le rappelle, elle est influençable, la personne est poussée à faire des actions qu'elle aurait été incapable de faire individuellement, elle est toujours irritable, elle ne supporte pas la contradiction, surtout si elle remet en cause la croyance de la conscience collective. Elle est un petit peu naïve, c'est-à-dire que, en fait, elle n'agit pas avec discernement, elle suit la direction imposée par la conscience collective. Nous verrons aujourd'hui comment cette direction est imposée. Alors, comment l'individu peut-il perdre sa conscience individuelle? Si on veut faire perdre cette conscience individuelle, nous disposons de 3 leviers permettant d'isoler la personne. Alors, comment un individu peut-il perdre sa conscience individuelle au profit de cette conscience collective? Déjà, la première chose, il faut l'isoler. Une personne isolée est toujours plus influençable que 2 ou 3 personnes. Pour l'isoler et lui faire perdre cette conscience individuelle, nous pouvons disposer de 3 leviers. Le premier levier, c'est l'argent. L'argent, ça donne le pouvoir et vous le savez tous, avec l'argent, on peut manipuler, avoir une influence sur quelqu'un. Le deuxième levier de contrôle, c'est le partage de l'information. C'est les médias. C'est celui qui contrôle les médias, en fait, contrôle ceux qui regardent le média. Et le troisième levier, c'est ce que j'ai appelé dans mon premier opus, ce qui amène au comportement de servitude volontaire. C'est des lois, en fait, qui arbitrent notre liberté. Le troisième levier, en fait, c'est un levier qui est issu des 2 autres. C'est un levier qui nous laisse dans un comportement de servitude volontaire. En fait, c'est l'aménagement de lois qui arbitrent notre liberté. Ce fameux libre arbitre. Comme exemple, oh madame, vous avez le choix d'aller où vous voulez, n'importe quelle destination, mais il faudra porter un masque, il faudra que votre carnet de vaccination soit en règle et que votre compte en banque soit crédité. Cette servitude volontaire a été imposée à notre insu, par une parfaite connaissance de nos biais cognitifs. En manipulant nos comportements, ils sont arrivés à nous dissimuler en fait leur intimité, surtout de la part des gouvernants par exemple. Ainsi, le peuple s'auto-soumet au pouvoir en place par simple habitude, par récurrence historique. Croyant être libres de leur choix, en fait, ils ont été imposés dans leur choix. C'est vrai qu'il faut arrêter de revendiquer cette liberté égotique au détriment de son voisin. C'est ce que nous impose le libre arbitre. Essayons plutôt de vivre avec son prochain, sans contrainte, cette libre pensée, et réjouissons-nous d'avoir une personne qui peut nous écouter. Vous pensez toujours être libre de vos choix. Et pourtant, nous sommes tous conditionnés depuis notre plus jeune âge. Je vous mets en lien une petite vidéo YouTube. Les scientifiques ont démontré que notre cerveau prend des décisions bien avant que nous en ayons conscience. À votre avis, croyez-vous que depuis des décennies, les scientifiques n'ont pas étudié comment influencer les décisions prises par notre cerveau? Ça fait bien longtemps qu'ils ont mis en place des outils de programmation.
Ces outils de programmation, ils utilisent nos failles, les failles émotionnelles, nos failles cognitives, hein, tout ça pour incepter, pour induire vraiment une réponse émotionnelle que eux, ils ont choisie. Mais pourquoi? C'est simple. Ça permet la cristallisation de notre conscience individuelle. Bien sûr, au profit d'une conscience programmée à l'avance et contrôlable. Notre conscience individuelle est très riche. Elle a énormément d'émotions. Si on peut la cristalliser et réduire les émotions à 2 émotions, la colère, la joie, en fait, ça nous rend statistiquement viable. Ça nous rend, on peut randomiser notre conscience, on peut nous étudier et surtout on peut nous reproduire notre comportement. Et pourquoi? Afin de nous rendre consommables, ou plutôt devenir un produit consommable qui doit s'avérer rentable pour le système. On y reviendra plus amplement dans les prochaines émissions. On a tous appris à l'école, quand on prend une décision, il nous vient une idée intuitive. C'est ce qu'on appelle la pensée rapide. Puis on va faire l'effort de vérifier ce que le système 1 nous suggère, la pensée rapide. Ça va être vérifié par le système 2, la pensée lente. La manipulation de l'information va utiliser ce qu'on appelle des biais cognitifs. C'est cette fameuse faille émotionnelle qu'utilisent nos influenceurs pour uniquement solliciter la pensée rapide, intuitive, au détriment de la pensée lente et rationnelle. Vous comprenez bien que nos dirigeants ont intérêt à nous infantiliser pour passer de notre conscience individuelle, où nous pouvons utiliser nos 2 systèmes de pensée, à une conscience plus collective où, en fait, seule la pensée rapide est mobilisée. Puisque le plus grand nombre pense la même chose que moi, plus besoin de vérifier l'information. Elle est vraie. On ne commande plus le fond. On catégorise, on juge et on condamne. La forme, sans procès. Ok, comment ils sont arrivés? Alors, dans le premier opus, je vous l'ai dit, en nous faisant peur. Ouais, mais comment? Alors, d'une part, en nous isolant les uns des autres par des idées qu'on appelle fondamentales. Ces idées, ça reprend les grandes croyances religieuses, idéologiques, mais aussi raciales et politiques. On coupe nos liens affectifs, notre histoire. Exemple, la théorie du ressentisme. Notre pays, on est plus européen que français. Nos croyances. Là, on brûle nos cathédrales. On enlève notre spiritualité. Notre famille. On se débarrasse. On se débarrasse de nos vieux dans des mouroirs. On n'a plus de liens. Notre couple, qui sont maintenant, on appelle ça la génération Kleenex, dès que on est en désaccord, hop, on se quitte. Notre genre, on en avait 2, on en a 3, 4. Et bientôt, c'est notre pensée, qu'il faut qu'elle soit dans la norme du plus grand nombre. On ne peut plus être une minorité. D'autre part, et ça c'est plus récent et beaucoup plus pervers, nos influenceurs se servent d'idées qu'on peut appeler accidentelles. Ce sont toujours des événements exceptionnels, programmés ou non prévus, mais qui s'avèrent toujours être violents et choquants. Je cite Heiner Mühlmann encore une fois. Il prend le cas des attentats. Le 11 septembre, mais plus proche de nous, ça pourrait être le Bataclan ou la promenade des Anglais. L'idée accidentelle de l'agression terroriste nous choque, nous a choqués et nous met dans un état de terreur. Je précise bien que je ne remets pas en cause la véracité du terrorisme. Je pourrais donner l'exemple aussi du Covid. C'est un très bon exemple. Isolé, l'individu choqué, en fait, active 2 réactions émotionnelles archaïques. C'est souvent, comme je vous ai dit, ces 2 réactions sont assez caractéristiques de la foule psychologique, de la conscience émotionnelle du groupe. Dans un premier temps, l'une, elle est tournée vers l'extérieur du groupe. C'est toutes les émotions. On ressent par rapport à ce choc
une frustration, ou des fois une culpabilité, un abandon, un manque, une tristesse. Mais toutes ces émotions, elles sont vite réduites à une émotion affective qui est la colère. On est tout de suite en colère par cet événement qui nous a surpris et qui nous met dans un état de sidération. Cette colère, vous le savez, elle produit une toxine pour le corps, mais aussi, surtout, une toxine pour l'esprit. C'est le stress et bien sûr la peur. Dans un deuxième temps, la deuxième réaction émotionnelle va être tournée vers l'intérieur du groupe. Elle va susciter des réactions de solidarité et de coopération. Vous avez vu, on peut passer d'une colère vers en fait une joie d'être ensemble. Ce partage émotionnel, il rassure, en fait, il sécurise les individus et stimule des liens affectifs, d'interdépendance. On se retrouve, on est séduit, on est rassuré d'appartenir à un groupe qui vit la même émotion que nous. C'est comme si on diluait le choc. Ce choc va donner l'occasion, en fait, à l'individu de sortir de son isolement. Et c'est comme ça qu'il va lui faire adhérer à cette nouvelle conscience collective. Selon Mühlmann, ces réactions émotives et cognitives s'agrègent entre elles et forment, par un processus d'auto-organisation, une nouvelle conscience. Selon lui, pour passer de cette première conscience collective qui est agressive et solidaire à une forme, comment dire, plus civilisée ou plus contrôlée ou contrôlable, il faut que cette nouvelle conscience entre dans une phase de dépassement que Mühlmann nomme le décorum. Quelque chose comme la mise en forme symbolique des règles, une mise en forme des règles collectives, traduites par des lois, mais ça pourrait être aussi des rituels, un langage ou une légitimisation du pouvoir. La symbolique du décorum est toujours apaisante, dans la mesure où, en fait, elle sécurise les membres du groupe et les protège des dangers extérieurs. On le voit très bien. On a eu une crise du Covid, elle est arrivée brutale, on a été en colère parce que des gens mouraient, on s'est trouvé solidaire, on s'est commencé à se faire, à parler, à essayer de se rassurer. Et maintenant, nous sommes dans un décorum. C'est-à-dire que le masque qu'on nous fait porter, la muselière, nous sécurise parce que on appartient à un groupe. On appartient à un groupe qui va lutter contre le Covid. Et on se protège des dangers extérieurs. Ça s'appelle la distanciation sociale. On nous libère de notre isolement, mais on nous enferme dans une cellule encore pire. En fait, on nous a sortis de cet isolement, mais c'est pour mieux nous replonger encore dans un autre isolement bien plus restrictif. Nous allons maintenant aborder les outils. Alors, ces fameux outils qui vont manipuler cette foule, ce groupe, cette conscience collective. Ces outils sont utilisés par nos dirigeants, nos influenceurs, nos politiques, mais ça peut être aussi par les chercheurs de vérité et aussi les débunkers. Tout le monde, on a tous compris que si on déconnecte la pensée lente, celle qui permet un discernement, permet de vérifier l'information, en fait, ils ont compris qu'en déconnectant la pensée lente, l'information sera prise instinctivement. Elle sera juste stimulée par une information émotionnelle qui sera prémâchée. Alors, pour vous donner des exemples, je vais commencer par les pouvoirs publics. Comme ça, on va commencer par nos dirigeants. Ils utilisent des sophismes qui permettent de manipuler notre raisonnement. Alors, en fait, c'est très simple. Si on veut imposer une idée à un individu, on doit lui imposer la loi de cette conscience collective qui est altérée, bien sûr. Si on s'attaque à la croyance, on peut imposer sa loi. Ça me rappelle une petite anecdote. À l'armée, j'avais en possession un bac, et les gradés en fait, les gradés étaient toujours sur moi et ils me répétaient sans cesse
Caporal-chef, ici, on ne réfléchit pas, on ne croit pas, on obéit aux ordres. Votre cerveau, vous le laissez dans votre vestiaire. Ici, c'est moi Dieu et il faut m'obéir. Ce qui était très rigolo, c'est que j'étais dans l'armée de terre et sur mon petit écusson, c'était ne pas subir. Alors, la croyance. Cette croyance inquiète les pouvoirs publics. La fondatrice du CPDSI, le Centre de prévention de dérives sectaires liées à l'islam, Madame Bouzard, elle a fait un raccourci conscient ou inconscient. Elle dit « C'est la théorie du complot qui est la plaque tournante de l'embrigadement des jeunes ». Cette anthropologue du fait religieux, elle témoigne. Elle dit « Je travaille auprès des embrigadés qui ont cherché à partir en Syrie. Et tous sont passés par la théorie du complot. » Là, on peut s'arrêter sur la forme un instant. Parce qu'elle cumule des erreurs logiques, des arguments réservés, et souvent utilisés par les débunkers à l'encontre des complotistes, et souvent vice-versa. Ces erreurs logiques, on les appelle des sophismes, ces sophismes fallacieux. Elle a utilisé la généralisation abusive. La généralisation abusive, c'est prendre un échantillon trop petit et en tirer une conclusion générale. Tu regardes Silvano Trotta, tu es un conspirationniste, attention, tu finiras en Syrie. Et il y en a d'autres, Ils sont tous utilisés pour mieux induire en nous le doute, ou la subjectivité de l'auteur. On ne nous propose pas une information, on nous impose une nouvelle logique, qui est souvent réductrice. Un deuxième sophisme, le raisonnement panglossien. C'est raisonner à rebours, vers une cause possible parmi d'autres, vers un scénario préconçu ou vers la position que l'on souhaite prouver. C'est par exemple le cas typique. On fait une partie de boule, je lance ma boule, j'arrive près du cochonnet et je donne une pichenette du pied pour rapprocher le cochonnet de ma boule. Ou alors, je décoche une flèche et après, je dessine une cible autour. Et en fait, je donne le résultat et j'invente l'équation. Le non séquitur. Dans le sophisme non séquitur, qui ne suit pas les prémices, la conclusion est tirée de deux prémices qui ne sont pas logiquement reliées, même si elles peuvent être vraies indépendamment l'une de l'autre. On crée alors l'illusion d'un raisonnement valide. Exemple, tous les consommateurs d'héroïne ont commencé par le hashish. Tu fumes du hashish, donc tu finiras héroïnomane. L'erreur de causalité, c'est confondre la conséquence avec sa cause. B est arrivé après A, donc B a été causé par A. C'est l'effet cigogne. Dans les communes dans l'Est qui abritent des cigognes, le taux de natalité est plus élevé que l'ensemble du pays. Exemple, conclusion, la cigogne apporte les bébés. Un autre sophisme, l'analogie douteuse. C'est souvent discréditer une situation en utilisant une situation de référence, lui ressemblant de manière lointaine. Exemple, la bourse, c'est comme la jungle. Il faut tuer l'autre avant qu'il ne te tue. Dieu existe et ne pas y croire, c'est comme vouloir empêcher la pluie de tomber. Ça peut être aussi discréditer une situation en utilisant une situation de référence, qui lui ressemble de manière lointaine. Ça s'appelle le syndrome de Galilée. Vous dites que ma thèse de la Terre plate est fausse, mais Galilée aussi a été condamné et pourtant il avait raison. Appel à l'ignorance. Prétendre que quelque chose est vrai seulement parce qu'il n'a pas été démontré que c'était faux. Ou que c'est faux parce qu'il n'a pas été démontré que c'était vrai. Comme exemple, il est impossible de prouver que je n'ai pas été enlevé par des extraterrestres. Donc, j'ai bien été enlevé par des extraterrestres. Argument de Raël. Il n'est pas démontré que les ondes 5G ne sont pas nocives. Donc elles le sont. Ou il n'y a pas d'études scientifiques officielles prouvant que l'homéopathie marche. Donc c'est un placebo. Un autre sophisme, c'est le post hoc ergo propter hoc. Plus communément est appelé effet Hatchoum. J'ai éternué et hop, il a plu. C'est normal, je suis un chaman qui parle aux éléments.
Ou j'ai bu une tisane, puis mon rhume a disparu. Donc c'est grâce à la tisane. Ou, plus général, le réchauffement climatique est dû essentiellement à l'homme. Alors, ce sophisme-là, c'est celui qui est adopté par 99% des personnes qui communiquent, qui donnent une information ou qui commentent. Ça s'appelle l'attaque personnelle ou argumentum ad hominem. C'est beaucoup plus facile d'attaquer la personne sur sa moralité, ou son caractère, sa nationalité, ou sa religion. Et non pas sur ses arguments. On préfère. Un exemple dans Conspirity Watch à propos de Silvano, ils mettent créateur d'une société, Silvano Trotta, influent, vidéaste, conspirationniste. Ou plus méchant, le blog de Mediapart. En fait, Silvano, même s'il aime être en dehors des clous, il est davantage un manipulateur genre cybergourou qu'un délirant. Il a dû simplement s'apercevoir qu'il pouvait ainsi bonimenter des tas de gens crédules et boostiller son audimat. Moi j'appelle ça le délit de sale gueule, ou le contre-transfert de sa propre lâcheté à évoluer. On reproche toujours à l'autre d'exister, c'est le syndrome de l'érudit et de l'idiot. L'érudit... En fait, un érudit n'envie jamais l'idiot. Par contre, l'idiot dénigre systématiquement l'érudit. Parce que l'érudit comprend le livre, alors que, en fait, l'idiot, bah, il ne peut que s'arrêter aux mots. J'aime bien aussi cette phrase j'en veux à Dieu, parce qu'il laisse le diable se jouer de moi. C'est un peu aussi Ponce Pilate, je m'en lave les mains. Je préfère critiquer l'autre que de me remettre moi en question. Le déshonneur par association. Ça, c'est aussi assez courant. On aime comparer l'interlocuteur ou ses positions à une situation ou un personnage qui va mieux nous servir de repoussoir. Style, tu es contre le mariage gay, alors tu es homophobe comme Hitler. Ou encore pour Silvano, lui donner le surnom de Benito Mussolini. Ou moi, dans l'histoire des Templiers. Ah, mais ils ont massacré au nom d'une croyance. Ça ne vous fait rien que votre famille a apporté tant de souffrance. Le déshonneur par association, c'est gratuit. Et ça défoule. Même si c'est pour rire. C'est jamais anodin. La pente savonneuse. Ah, c'est faire croire que si on adopte la position de l'interlocuteur, les pires conséquences, les pires menaces sont à craindre. Si on commence à vouloir dépénaliser le cannabis, bientôt on légalisera le mariage homosexuel. Alors, à quand la dépénalisation du viol, voire la légalisation du viol? Si on autorise le mariage pour tous, alors pourquoi pas le mariage avec des animaux, ou même l'inceste, ou la pédophilie? Le prochain sophisme, c'est l'homme de paille. C'est travestir la position de l'interlocuteur en une autre, qui est plus facile à réfuter ou à ridiculiser. Vous revendiquez la transe hallucinogène? Allons, allez demander à un psychiatre les bienfaits des drogues sur la schizophrénie. Ou les adversaires de l'astrologie prétendent que les astres n'ont pas d'influence sur nous. Allez donc demander aux marins si la Lune n'a pas d'influence sur les marées. L'argument du silence. Ah, ça, c'est accuser l'interlocuteur d'ignorance d'un sujet parce qu'il ne dit rien dessus. Un classique des complotistes. Pourquoi la NASA reste muette quand on demande des photos de la construction de l'ISS? Ah, c'est tout simple, c'est parce que l'ISS n'existe pas. Quand on demande aux ufologues pourquoi aucun extraterrestre n'a pris contact avec eux, bah c'est parce qu'il n'y a aucune vie extraterrestre, tout simplement. Cette technique, elle fonctionne merveilleusement bien. Car les raisons qui sont imaginées sont souvent plus rassurantes que les vraies. Le fantasme que l'ISS n'existe pas et que c'est une maquette, ben ça permet d'apporter des arguments, de faire un prêt à 1000 feuilles argumentatif sur tous les complots. Et du complotiste, on arrive à être conspirationniste. Alors, le renversement de la charge de la preuve. Ça, c'est demander à l'interlocuteur de prouver ce qu'on avance est faux. Exemple, prouvez-moi que ma politique migratoire est inefficace.
À vous de démontrer que Dieu n'existe pas. Le faux dilemme, le sondage. Alors le faux dilemme, c'est réduire abusivement le problème à deux choix, généralement pour conduire à une conclusion forcée, en invalidant l'un des deux. Je donne un exemple, je mettrai dans les sources. Au début du mois de février 2016, le gouvernement avait engagé une campagne de protection contre les théories du complot qui était intitulée On te manipule. C'était un clin d'œil à la phrase choc utilisée par les théoriciens de la conspiration. Ils étaient inquiets devant l'expansion des théories conspirationnistes et sur le nombre de croyants et d'adhérents qui cessait d'augmenter. Je vous mettrai en lien, vous regarderez tranquillement. Là encore, on remarque que le gouvernement utilise des arguments fallacieux, réservés normalement aux complotistes. Pour finir, en fait, je vais vous donner deux exemples de discours. L'un revendiquant la légitimité des théories des complots chez les lanceurs d'alerte. Alors, cette chasse aux sorcières conspirationniste aboutit à la disqualification de toute remise en cause des discours officiels et institutionnels. Ces étiquettes sont autant de termes destinés à salir et à discréditer ceux que l'on vise, tout en faisant l'économie d'une critique politique construite afin de cacher ses propres faiblesses d'analyse et ses incohérences. Et l'autre discours, là c'est chez les débunkers ou chez les médias mainstream qui dénoncent ces théories du complot. Il va sans dire qu'en donnant des explications, les théories du complot rassurent. De plus, la théorie du complot, en simplifiant l'espace politique, permet l'économie d'un examen attentif des réalités et d'avoir l'honnêteté de se remettre en cause. Le conspirationnisme fait ainsi preuve d'une remarquable économie d'effort afin de cacher ses analyses fallacieuses et ses incohérences. Voilà. Alors, en conclusion, in fine, quel avenir? Sombre. Parce que justement, on est réduit à réfléchir en groupe, à réfléchir selon une conscience collective. Sombre, sauf si chacun de nous reprend sa conscience individuelle, en fait. C'est pour ça, maintenant, vous avez la connaissance des principaux outils qui sont utilisés par cette conscience collective, par nos influenceurs, par nos dirigeants, qui, par ces outils, nous forcent à choisir ce que eux ils veulent. En mobilisant notre pensée rapide, on a une réponse rapide et intuitive et on ne réfléchit plus, on ne va plus aller chercher notre pensée latente qui va examiner les informations et qui va après analyse, avoir du discernement et choisir le bon choix pour soi et non pas pour le groupe. Il faut faire l'effort en fait d'analyser le fond plutôt que la forme dans une information. Et essayer de partager sa réflexion en évitant les pièges ou les raccourcis émotionnels qui sont, vous avez vu, des biais cognitifs pour nous influencer. Moi, ce que j'aime, c'est déjà dans mon couple, je demande à ma femme de me piéger. Dès que j'utilise un sophisme, et j'en utilise, on est baigné dans cet égrégore émotionnel, de cette conscience collective. Il est très difficile d'être vigilant tous les jours, tout le temps, de notre comportement. Parce que il peut arriver un moment, et c'est toujours ces moments chocs que je vous ai dit, des idées accidentelles, qui va nous faire sortir de notre ligne de confort et qui va nous amener à une réponse intuitive. Ça permet de ne pas être influençable et d'être manipulé. Les peuples anciens nous conseillent toujours d'écouter notre histoire. C'est pas pour rien. Et surtout, c'est écouter l'histoire qui n'est pas écrite dans les livres, l'histoire qui sort de la bouche des vainqueurs, mais dans l'histoire oubliée, ce qui est transmise oralement. Si ça vous intéresse, mes prochaines vidéos, je vais vous raconter la fabuleuse histoire
L'histoire des peuples anciens qui ont transmis de génération en génération cette histoire oubliée. Mais ne soyez pas dupes. Cette histoire oubliée, elle a été cachée par des sociétés, on peut les appeler des sociétés secrètes, mais c'est toujours un groupe de personnes, des consciences collectives organisées qui ont un véritable pouvoir. Si vous le voulez bien, je ferai des courtes vidéos pour qu'on puisse se plonger dans cette histoire oubliée, parce qu'elle permet en fait de retrouver notre liberté d'être, notre liberté de penser. À bientôt et merci de m'avoir écouté.